Il est difficile de comprendre que qu'un État complote contre ses citoyens. Le cas des personnes qui ont été citées ici laisse tout un chacun pantois. Il est inimaginable qu'une administration congolaise puisse fomenter des fausses preuves dans le but d'incriminer des innocents pour les faire arrêter et les faire condamner sur la base des fausses preuves. C'est vraiment à la fois inacceptable et intolérable. Cela permet de dire une nouvelle fois avec force que le Congo, notre pays, va mal, très mal. On peut alors s'interroger sur les véritables objectifs d'une telle démarche. Une réflexion rapide permet de dire que c'est pour, la conservation coûte que coûte du pouvoir. Dans une émission réalisée le 11 mars 2023 du média télé RTV intitulée Le Congo-Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso est un cimetière pour les droits humains. À l'occasion du 2e anniversaire du jour de son enlèvement, le 11 mars 2021, le docteur Alexandre Nzabana Ibaka, coordonnateur de la plateforme congolaise des ONG des droits humains et de la démocratie, a fait des révélations troublantes qui méritent d'être analysées très sérieusement. Fort heureusement, en ce qui le concerne lui-même, faute de preuves, son calvaire aura quand même duré 4 mois et 3 jours. Grand 1 rappelle, le 11 mars 2021, le docteur Alexandre Nzabana Ibaka a été enlevé devant chez lui de façon sauvage et brutale par 3 agents de la centrale d'intelligence et de la documentation, ex-direction générale de la surveillance du territoire, DGST. Cela s'est passé en violation flagrante de l'article 9 de la Constitution, selon lequel la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. De l'article 11 du même texte qui stipule que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. C'est le lendemain, à savoir le 12 mars 2021, que le porte-parole du gouvernement a déclaré sur RFI à ce propos ce qui suit. Il y a des éléments matériels qui relèvent du secret des renseignements qui ont justifié son interpellation et son actuelle audition par des services spécialisés. Il y a une intelligence avec les officiers congolais basés à l'extérieur qui aurait pour objectif la déstabilisation du processus actuel. Comme vous le savez, nous sommes en situation électorale et les institutions de la République. Fin de citation. Grand 2, révélation. Parmi les déclarations qui ont été faites par l'intéressé, on a pu relever les aspects ci-après. 2.1. Il lui a été demandé de citer les noms suivants. Jean-Marie Michel Mokoko, Clément Mierassa, le colonel Moussunda, Joe Washington Ebina et Paulin Makaya, afin qu'ils soient incriminés. Avec insistance, on lui a signifié que c'est eux qu'on cherche. Vous, on veut seulement que vous les citiez. 2.2. Comme on le constate, les services de la centrale d'intelligence et de la documentation étaient en train de vouloir créer et fomenter des preuves pour inculper des personnes innocentes. C'est impensable et c'est très grave.
2, 3. On a tenté de l'empoisonner pour l'éliminer, ce qui rappelle, selon l'émission, ce qui s'était passé avec Maître Hervé Malonga, qui avait lui-même fait un témoignage selon lequel il avait été empoisonné lors de son arrestation à Brazzaville. On lui aurait fait inhaler un chiffon imbibé d'un produit toxique. C'est partant de là qu'il tombera malade jusqu'à succomber. À la réflexion, combien de patriotes ont connu le même sort? On ne le saura peut-être jamais. Sachant qu'il y a eu Roland Gambou, Augustin Kalakala et bien d'autres. Ayons une pensée noble et pieuse pour ces combattants de la démocratie. Que leurs âmes reposent en paix. 2, 4. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert avec le constat du caractère non indépendant de la justice. 2, 5. L'objectif poursuivi est de faire taire tout le monde et de faire disparaître toute personnalité politique ou de la société civile pouvant être à la base d'une grande mobilisation ou de la conscientisation de la population. Grand 3. La culture de la violence politique et le complot. 3.1. La centrale d'intelligence et de la documentation, ex-DGST et la loi. Lorsqu'on se réfère à la Constitution du 25 octobre 2015, on peut noter avec préoccupation les dispositions suivantes. A. De l'article 205, selon lesquelles la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements de la République. Petit b, de l'article 15 qui stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale et de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Ici, il faut souligner et relever avec force que tous les citoyens ont droit à la protection de l'État. Par rapport à cela, ce qui se passe est véritablement triste. Petit c, des articles 9 et 11 ci-dessus cités. Tout cela permet de poser la question de savoir pourquoi ces dispositions qui sont très claires ne sont-elles pas respectées par une structure comme la centrale d'intelligence et de la documentation. 3.2. Analyse des faits. On doit être en mesure de comprendre la pratique au niveau de la dite centrale. Si on se réfère à ce qui est dit plus haut, et il faut le redire avec force, il a été demandé à Alex Nzabana Ibaka de citer les noms de Jean-Marie Michel Mokoko, Clément Mierassa, Joe Washington Edina, Paulin Makaya, Colonel Moussunda, pour les incriminer, pour incriminer des innocents. Ils vont plus loin dans la démarche en signifiant que c'est eux qu'on cherche. Vous, on veut simplement que vous les citiez. Constat difficile à croire et c'est très grave. Pourquoi citer Jean-Marie Michel Mokoko? Tout le monde connaît sa situation difficile. Mais pourquoi encore comploter pour qu'il soit cité dans un scénario monté de toutes pièces? Les Congolais doivent bien cerner ce que l'on cherche à travers cette démarche. On comprend mieux le refus des gouvernants, malgré les nombreuses pressions exercées, à l'instar de l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, de l'intervention ferme d'Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et de bien d'autres, de le libérer.
les choses sont claires. On veut, à partir d'un montage bien orchestré, l'impliquer faussement et de façon honteuse et mensongère dans une affaire pour justifier son maintien en prison et le refus incompréhensible de le remettre en liberté. C'est tout simplement de la méchanceté et de la cruauté. Heureusement, et il faut s'en féliciter, tout cela est mis à nu. Le cas de Paulin Makaya est tout aussi préoccupant, surtout parce qu'il a été arrêté, jugé et condamné d'une manière qui laisse à réfléchir et amène à se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Que lui veut-on encore? Probablement sa disparition. C'est vraiment du machiavélisme. Que peut-on reprocher à Joe Washington Ebina, sinon son activisme comme militant de la société civile et la pertinence de ses interventions médiatiques chaque fois qu'il prend la parole? Comment peut-on faire ce genre de montage dans le simple but de causer du tort à des personnes qui ne cherchent qu'à vivre en paix, bien sûr en respectant les lois et règlements de la République? Quant à moi-même, Clément Mierassa, en tant qu'acteur politique, je vais essayer de relever des faits qui montrent que cette pratique remonte à plus de 30 ans. En effet, 1. Le 9 juillet 1990, Clément Mierassa, l'un des initiateurs de la lettre ouverte, qui a été l'un des éléments déclencheurs des faits qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale souveraine, est arrêté sous le fallacieux prétexte qu'il était le cerveau penseur d'un coup d'État. La détention durera 36 jours et chacun peut en comprendre aisément les raisons. 2. Le 12 octobre 2012, Clément Mierassa est signataire avec plusieurs autres acteurs politiques d'une lettre ouverte adressée au président de la République en attirant son attention sur le fait que le pays traversait une grave crise multidimensionnelle. Ils ont proposé la tenue dans les meilleurs délais des États généraux de la nation. Cette démarche a été très mal appréciée par les gouvernants et jusqu'aujourd'hui, le Congo n'est pas prêt de sortir de cette situation. 3. L'agression du 4 novembre 2014. Le 4 novembre 2014, les militants et sympathisants du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel ont été victimes au domicile de M. Clément Mierassa, le coordonnateur du dit mouvement, d'une agression sauvage, brutale et inattendue des hommes en civil et des agents de la police fortement armés. Ceci, bien que dans la matinée, un responsable de la police est pris en présence de M. Malanda, le défunt maire de Mungali, que son âme repose en paix, l'engagement d'assurer la sécurité de la réunion. Les membres du commando, au travers des slogans et des cris qu'ils poussaient, étaient venus pour assassiner Clément Mierassa. Je dis bien assassiner Clément Mierassa. Plusieurs témoins et victimes de ce drame sont encore vivants. Sa maison a été systématiquement pillée et mise à sac. Ses biens détruits. Tout au long de l'agression, les victimes qui étaient brutalisées avaient été automatiquement dépouillées de tout ce qu'elles avaient par devers elles. Sacs, montres, téléphones, ordinateurs, argent et des motocyclettes, etc. 32 membres du dit mouvement avaient été appréhendés et conduits au commissariat central de Brazzaville dans plusieurs véhicules de marque Toyota type BG du groupement de répression du banditisme GRB et de la brigade spéciale d'intervention rapide BCIR avant d'être transférés à la direction générale de la surveillance du territoire. Une plainte irrelative avait été déposée le 27 janvier 2015
Une ordonnance de non-lieu total a été prise le 26 février 2015 et nous a été signifiée le 17 octobre 2016. Un appel a été fait le 19 octobre 2016. Appel resté sans nouvelles jusqu'à ce jour, en dépit des dispositions de l'article 445 du Code de procédure pénale qui stipule que la Cour doit statuer dans les 3 mois de la déclaration d'appel. Comme quoi, c'est dur d'être opposant au Congo-Brazzaville. 4. Un week-end de tension à Pointe-Noire le 19 octobre 2015, organisé dans la ville Océane le 18 octobre 2015 contre la réforme constitutionnelle. Meeting ponctué de plusieurs incidents avec plusieurs morts et blessés. Les leaders de l'opposition se sont vus empêchés de quitter Pointe-Noire. Ils ont été interdits de se rendre à Dolisie pour un meeting. À leur grande surprise, il leur a été signifié qu'ils étaient en état d'arrestation. C'est après une journée de dures et difficiles négociations que l'interdiction a été levée. Il est clair que l'on cherchait les poux dans leur tête. 5. L'agression musclée du 21 octobre 2015. Au lendemain de la tenue du référendum constitutionnel, le 21 octobre 2015, plusieurs opposants anti-référendum, parmi lesquels le sénateur Bungwanza, Guy Romain Kifusia, Marion Manzimba, Clément Mierassa, Henri Bunkoulou, André Ngalibaki et bien d'autres sont victimes d'une agression musclée au siège de l'UPADES par des policiers. Ils sont traînés dans des conditions inhumaines à la direction générale de la police. Ceci alors qu'ils s'apprêtaient à donner une conférence de presse. Ils seront d'ailleurs très surpris en ces lieux de l'apparition du procureur de la République qui est venu accompagné de la presse tant nationale qu'internationale pour leur annoncer qu'ils étaient tous en état d'arrestation et qu'ils allaient tous être déférés à la direction générale de la surveillance du territoire. Le motif était tout trouvé: fabrication et possession des cocktails Molotov. Vraiment gros, ridicule et rocambolesque. Cela se passe véritablement de commentaires. Il reviendra quelques heures après pour se rétracter et annoncer qu'il revenait sur sa décision. Cela se passe véritablement au Congo-Brazzaville. 6. Les recours. Là, on a choisi de se baser sur le droit et on a abandonné la langue de bois. La preuve devient quelque chose de fondamental. Le premier recours en inconstitutionnalité, introduit le 20 juillet 2020 auprès du président de la Cour constitutionnelle, est relatif à l'élection ayant reconduit lors du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, M. Denis Sassou Nguesso, comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du dit parti. En réponse, par décision numéro 005, DCC, SVA, 20, du 31 juillet 2020, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et chef du gouvernement, au ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'a été trouvée à cet important problème. Le deuxième recours en inconstitutionnalité, introduit en janvier 2022, est relatif à l'article 6 de la loi numéro 04/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine de tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique.
En réponse à ce recours, la Cour constitutionnelle a publié la décision numéro 002-DCC-SVA-22 du 14 avril 2022, par laquelle elle relève, entre autres, que l'article 6, alinéa 1er de la loi précitée, est contraire à l'article 55, alinéa 1er de la Constitution, et ne peut plus, par conséquent, être mise en application. La déduction immédiate est simple. Depuis 2002, aucun gouvernant, aucun responsable d'une institution, aucun acteur politique, aucun responsable administratif, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Cette démarche de droit qui permet de dire que, 1. Le président de la République est dans une situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Il est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. 2. Le président de la République n'a jamais déclaré depuis 2002 son patrimoine, violant ainsi les dispositions de l'article 55 de la loi fondamentale, selon lesquelles tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Ceci illustre bien que le président de la République ne respecte pas le serment qu'il a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. 3. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et chef du gouvernement, les responsables de toutes les institutions de la République et plusieurs autres personnalités ne sont pas en conformité avec la loi. 4. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est dans l'illégalité totale qu'il prend part aux différents scrutins organisés dans le pays. Ce sont en réalité des passages en force. Le gouvernement doit se préoccuper de cette situation qui est d'ailleurs devenue très embarrassante pour nous. Le dire n'est pas un manque de respect ou de considération. C'est une triste réalité, mais c'est la vérité. D'autant que d'après l'article 50 de la Constitution du 25 octobre 2015, tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Toujours à ce propos, l'article 15, quant à lui, dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Par ailleurs, il est bon d'indiquer ce que les juristes, les hommes de droit aiment, un constat malheureux. Dans le contexte de violence politique entretenue au Congo, on ne peut que dénoncer et condamner un système qui se caractérise par un acharnement sur les opposants, les vrais opposants. Par contre, on laisse libre, sans être inquiété, les principaux responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la catastrophe actuelle. 8. Une attitude constructive. Soucieux de la situation de la grave crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis plus de 10 ans et préoccupé par la souffrance des Congolais, Clément Mierassa n'a de cesse de faire parvenir au gouvernement sa contribution pour apporter des solutions concrètes aux problèmes connus.
L'un des aspects sur lesquels il s'est appesanti est celui de la recherche des pistes de travail pour renflouer les caisses de l'État. C'est dans ce cadre qu'il a proposé la réduction de train de vie de l'État par la réduction des effectifs et des conditions de rémunération des membres du gouvernement et des autres institutions de la République, la lutte contre la corruption, l'application des lois et règlements de la République en général et de la loi sur la déclaration du patrimoine en particulier. La lettre ouverte. Le 21 septembre 2022, la Fédération de l'opposition congolaise que préside M. Clément Mierassa a adressé une lettre ouverte à M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Malheureusement, le constat fait est que tout ceci n'est pas du tout bien apprécié par les gouvernants. Le langage de la vérité dérange et justifie en partie les démarches entreprises pour fomenter des preuves et l'incriminer afin de le réduire au silence, sinon le faire disparaître comme Maître Malonga. 4. Grand 4. Le paradoxe congolais. Dans le cas du Congo, il est difficile de s'entendre dire qu'une structure de l'État, comme la centrale d'intelligence et de la documentation, fomente des preuves pour incriminer des innocents. Cette pratique qui dure depuis des années a déjà fait du tort à des milliers de Congolais. Et pourtant, la centrale d'intelligence et de la documentation, si elle est neutre, a un rôle important à jouer dans la recherche des solutions de sortie de crise en général et de la crise économique et financière ainsi que de la crise sociale. En effet, qu'a-t-elle fait depuis que le chef de l'État a déclaré dans son discours d'investiture en août 2009 que « Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit de nos efforts multiples, notre pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de détournement de deniers publics et d'autres actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. » Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Fin de citation. La centrale d'intelligence et de la documentation n'a-t-elle pas un rôle à jouer là? Que fait la centrale d'intelligence et de la documentation pour aider les Congolais à faire la lumière sur les excédents budgétaires estimés à près de 14 000 milliards de francs CFA par certains analystes, mais surtout, après l'engagement pris par le chef de l'État en 2006 de faire réaliser un audit annuel du compte de stabilisation. Depuis, aucun audit n'a été réalisé. Ne sait-elle pas? Si c'est le cas, l'information lui est bien donnée là. Comment réagit la centrale d'intelligence et de la documentation lorsque le directeur général de la Caisse des retraites des fonctionnaires, CREF, déclare qu'une somme de 9 milliards représentant les pensions des mois de novembre et décembre 2016 avait été virée dans un compte LCB de cette structure et que l'argent a disparu? Le dossier n'est toujours pas examiné au niveau de la justice. Et pour cause. Quel rôle doit jouer la centrale d'intelligence et de la documentation lorsqu'un député déclare en pleine session de l'Assemblée nationale que l'argent a été débloqué pour une route imaginaire de 137 km? Que dit la centrale d'intelligence et de documentation sur l'affaire des valises d'argent de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, qui contenait 1,190 milliard de francs CFA? Que sont devenus les rapports élaborés par M. Lamir Nguele lorsqu'il était président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, tout en sachant qu'il y a la continuité de l'État? Où s'est arrêtée l'enquête menée par la Direction générale de la surveillance du territoire sur l'instruction de M. le procureur de la République sur les malversations financières
au fonds de soutien à l'agriculture et dans l'investissement d'importantes sommes d'argent dans les 10 secteurs. Est-il normal que la centrale d'intelligence et de la documentation ne s'intéresse pas aux révélations faites par les Panama Papers selon lesquelles 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux? Le plus riche d'entre eux possède 2 153 milliards, alors que la fortune de la reine Elisabeth, après 70 ans de règne, a été évaluée à 271 milliards de francs CFA. Que dit la centrale d'intelligence et de la documentation sur l'enquête réalisée par le journal Libération et surtout sur le scandale actuel du FIGA? Cette énumération permet de constater que la centrale d'intelligence et de la documentation a du travail, beaucoup de travail. La réalisation de celui-ci améliorerait qualitativement et quantitativement le quotidien des Congolais. Elle ne le fait pas. Par contre, elle a fait le choix de fomenter des fausses preuves pour incriminer des innocents, comme Clément Mirassa, ceux qui s'expriment pour faire connaître la vraie situation et la vérité aux Congolais. C'est dommage pour le Congo. C'est véritablement triste et déplorable. Et après ça, on ose parler de paix. Grand 5, l'image du Congo. Elle est ternie par ces nombreux scandales dénoncés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier que les gouvernants congolais avaient déjà caché une partie importante de la dette congolaise. Ensuite, le Congo est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Il est aussi considéré comme un pays à régime autoritaire. Les gouvernants congolais sont baignés dans trop de scandales économiques et financiers. On peut notamment citer les biens mal acquis, les Panama Papers, l'affaire de l'appartement à Miami, les Pandora Papers, Gonvor, les révélations faites par Global Witness, Public Eye, l'enquête de Libération, le scandale actuel de FIDA et plusieurs autres. Les Congolais savent qu'il y en a tellement. Grand 6, les objectifs. Il est difficile de comprendre que qu'un État complote contre ses citoyens. Le cas des personnes qui ont été citées ici laisse tout un chacun pantois. Il est inimaginable qu'une administration congolaise puisse fomenter des fausses preuves dans le but d'incriminer des innocents, pour les faire arrêter et les faire condamner sur la base des fausses preuves. C'est vraiment à la fois inacceptable et intolérable. Cela permet de dire une nouvelle fois avec force que le Congo, notre pays, va mal, très mal. On peut alors s'interroger sur les véritables objectifs d'une telle démarche. Une réflexion rapide permet de dire que c'est pour 1. La conservation coûte que coûte du pouvoir. 2. Empêcher les opposants de s'exprimer. Ceci en violation de la Constitution. 3. La création de la psychose et d'un climat de peur et de terreur au sein de la population afin d'intimider les Congolais. 4. Mettre hors d'état de nuire tous ceux qui dérangent. 5. La réduction au silence des opposants et de tous les citoyens qui ne partagent pas la vision des gouvernants, même si on clame haut et fort que l'on est dans un état de droit. Ceci en dépit des dispositions de l'article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. 6. Empêcher la conscientisation des Congolais qui pourrait permettre la prise de conscience, laquelle peut entraîner des fortes manifestations. Mais pourquoi en avoir peur? D'autant que ceci, malgré le fait que l'article 27 de la Constitution reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. 7. Éliminer les opposants, les vrais opposants, les adversaires politiques. Le cas de Maître Malonga illustre bien la situation.
On lui aurait fait inhaler un produit toxique avec un chiffon, ce qui lui a provoqué des complications suite auxquelles il a succombé. C'est même triste qu'il ait lui-même témoigné sur la situation. Véritablement triste à évoquer. C'est de la méchanceté et de la cruauté. 8. Protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite et par conséquent faire souffrir les Congolais. 9. Empêcher l'alternance démocratique. 10. Étouffer la vérité, ce qui justifie l'intolérance et le non-respect du droit à la différence. Dans cette conclusion, l'on ne peut que remercier le docteur Alex Nzabana Ibaka pour ce témoignage combien riche d'enseignements. Celui-ci a permis de réaliser que malgré les discours, le pouvoir à travers la centrale d'intelligence et de la documentation fomente des fausses preuves pour incriminer et éliminer des opposants et des leaders de la société civile comme Jean-Marie Michel Mokoko, Clément Mierassa, le colonel Moussonda, Joe Washington Ebina, Paulin Makaya et bien d'autres, et pour cause. Ceci après que l'on assez souvent déclaré, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. On ne peut que se réjouir de ce que l'opinion nationale et internationale soit informée de ces pratiques avilissantes qui ne font que ternir l'image du Congo. Au regard de tout ce qui précède, on ne peut que, 1. Constater que le langage de la vérité dérange les gouvernants. 2. Dénoncer et condamner les déclarations mensongères du porte-parole du gouvernement selon lesquelles le pouvoir détenait des preuves irréfutables concernant l'enlèvement du docteur Alex Nzabana Ibaka. 3. Exiger du gouvernement l'arrêt des pratiques rétrogrades d'un autre âge qui consiste à fabriquer et à fomenter des fausses preuves pour incriminer des innocents, des adversaires politiques, des opposants, pour les faire juger et les condamner afin de les réduire au silence, sinon de les faire disparaître à l'image de Maître Ambroise Hervé Malonga. 4. Demander avec force à la centrale d'intelligence et de la documentation de respecter les lois et règlements de la République en général et la Constitution en particulier. Surtout, d'abandonner ces méthodes qui consistent à vouloir incriminer des innocents au lieu de prendre sérieusement en charge les nombreux dossiers sur les scandaleux crimes économiques et financiers. Cela améliorera qualitativement et quantitativement le quotidien des Congolais. 5. Inviter le gouvernement et le Parlement à tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette préoccupante situation. 6. Interpeller la communauté internationale pour qu'elle suive de près tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, les Congolais sont bien informés. Ils doivent comprendre que le silence n'est pas la solution. Une véritable prise de conscience s'impose. Les gouvernants doivent comprendre qu'ils sont mis à nu et ils doivent abandonner ces pratiques d'un autre âge. Ce n'est pas en agissant ainsi que l'on réglera les problèmes du Congo. La solution n'est pas dans la réduction au silence et dans l'élimination des adversaires politiques et des vrais opposants. Il faut le dire une nouvelle fois. Il faut aller à la décrispation et à l'apaisement du climat politique par la libération des prisonniers politiques, le retour au pays de tous les exilés et l'organisation dans les meilleurs délais d'un dialogue national inclusif ouvert à tous. Fait à Brazzaville le 17 mars 2023, Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Je vous remercie.